Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on traite, on analyse et on réfléchit sur l'actualité ambiante. Et cette semaine, pour nous égayer et pour nous nourrir dans cette analyse de l'actualité, avec ses cheveux de lionne, j'ai nommé Joanie Riendeau. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre. Comment vas-tu? Ça va super bien, Oui? toi? Oh, il faut nous déconner un peu parce qu'on oui. s'en va que dans des sujets trop sérieux. Et en plus, c'est la dernière épisode de toi et moi pour cette saison-ci. Enfin libéré. Non, mais merci. Je te remercie tout de suite pour ton temps, ta disponibilité et toutes tes réflexions, le temps que ça te prend. Il faut suivre l'actualité, il faut la comprendre, il faut la décortiquer. Et ça me fait toujours plaisir de participer avec toi, avec Jules et avec toute l'équipe de la Télé du Haut-du-Lac. Très gentil. Bon, hey! Il fait beau, hein? Ah oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais là, on sent qu'il y aura probablement une crue hâtive. On parle même que le lac pourrait caler au mois d'avril. Hey, non, mais... J'ai quand même de la difficulté à croire que le lac peut caler au mois d'avril. Début mai, d'accord, mais avec les températures qu'il y a présentement, pour les 2 prochaines semaines, il prévoit 15 degrés dans le grand maximum. Oui, ça peut... Ça va sûrement aider à fond, non? Ça va aider à la fonte, mais il ne faut pas oublier, c'est quoi le critère pour que le lac soit considéré comme calé? Qu'il fasse chaud. Il faut qu'il y ait plus que 50 des glaces qui soient libérées. Donc, présentement, il n'y a pas de glaces qui sont libérées sur le lac Saint-Jean. On est en date de l'enregistrement, on est le 7 avril. Okay. Donc, ça fait partie... Je ne le crois pas. Je crois que ça va être plus au début mai. Donc, je n'ai pas encore fait mes paris, parce que chaque année, il y a un concours. Je n'ai pas encore fait mes paris. Mais... moi, je vais joindre le mouvement de libération des glaces du lac Saint-Jean. Et... non, mais on sait pas. Non, mais c'est parce que quand le lac cale, il y a vraiment un gros changement de température dans la région, parce que c'est une masse d'air froid, là, le lac gelé. Là. Oui, puis on a une augmentation de l'humidité qui arrive d'un coup aussi. Mais la crue hâtive aussi, moi, m'inquiète pour autre chose aussi. Il y a de cela, avant la pandémie, on a eu des inondations. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le cadre d'une crue hâtive? Même si on n'a pas eu un gros hiver avec une grosse accumulation de neige, ça reste quand même que c'est à surveiller les risques d'inondation sur certaines de nos rivières. Absolument, absolument. Et aussi ceux qui sont construits sur des terres inondables, là, c'est triste, là, mais il y a un danger qui est là. On va suivre ça. Donc, on souhaite de malheur à personne. Non. Mais on a quand même hâte de se baigner dans le lac. Oui! OK. On arrête de parler de météo. Oui! Hey, Dolbeau-Mistassini lance ce matin sa politique d'accueil des nouveaux arrivants. Oui! Et toi, je sais que tu as travaillé beaucoup, tu travailles encore beaucoup avec les nouveaux arrivants. Qu'est-ce que tu penses de cette politique, de cette nouvelle politique-là? Un, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que tu vas me dire oui. Mais deux, ce qu'elle contient, est-ce que ce sont les bons éléments selon toi? Je sais que la politique, présentement, il y a une vague à travers les municipalités autour du lac Saint-Jean, avec Porte ouverte sur le lac, qui a travaillé sur le projet Municipalité attrayante. C'est une des actions, un des résultats de Municipalité attrayante sur lequel les représentants politiques, mais aussi les citoyens se sont penchés pour savoir comment ils peuvent améliorer leur relation avec les nouveaux arrivants et ainsi être attractifs aussi pour des nouveaux arrivants. Donc, dans le cadre d'une politique d'accueil des nouveaux arrivants, il y a plusieurs points qui sont pris en compte. Le premier, bien sûr, c'est la méthode d'accueil. La deuxième, c'est le logement, l'intégration sociale. Il y a plusieurs choses qui rentrent dedans, qui font partie, les différents pouvoirs politiques peuvent intervenir dessus. Donc, c'est déjà une super de bonne nouvelle. Parce que pour un nouvel arrivant, ayant été moi-même, il y a plus de 4 ans, côtoyant de manière régulière, étant donné mon travail, les nouveaux arrivants, les difficultés sont nombreuses pour établir durablement les nouveaux arrivants. C'est bien beau avoir des nouveaux employés, on est en rareté de main-d'œuvre dans différents domaines, mais si on n'a pas les structures pour les accueillir puis leur donner le goût de rester, bien, on se retrouve dans le même problème, puis même que ça empire parce que les gens qui repartent après avoir essayé donnent une mauvaise réputation au milieu. Donc, avec une politique d'accueil, plus d'activités d'intégration, amélioration des logements, meilleur accès au logement aussi pour les nouveaux arrivants. Les facilités aussi pour eux de peut-être trouver des logements du travail? Bien, le travail, souvent, c'est souvent la première chose que les gens trouvent. Avant même d'être sur le territoire, ils viennent parce qu'ils ont un emploi. OK. Donc, c'est souvent le démarrage de ça. Ça part par là. Donc, c'est pas tant l'emploi que comment on fait pour que la personne vienne s'établir.
il y a ça. Mais il y a quelque chose d'aussi simple, qui peut sembler simple pour nous, mais qui est un défi quand même pour les nouveaux arrivants, qui est quels sont les organismes communautaires qui peuvent m'aider? C'est quand ils passent les poubelles dans ma rue? Je sais même pas. Je sais même pas chez nous. C'est quand ils passent les poubelles, le recyclage. C'est quoi la programmation des loisirs? Où c'est que je peux trouver mes informations? Si j'ai une question politique, à qui je m'adresse? C'est qui mon conseiller? Donc, c'est plusieurs choses qui, dans une politique d'accueil des nouveaux arrivants, va permettre à la personne qui arrive de se sentir outillée et devenir indépendante rapidement. Un peu comme quand on rentre dans un nouveau travail, puis là, tu rentres dans l'entreprise, puis on t'explique, bon, la photocopieuse est là, si tu as besoin d'ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Donc, oui. c'est pour t'aider, te donner les bons outils pour fonctionner dans ce milieu-là. Oui, puis en plus, on parle aussi d'intégration sociale, comme par exemple, je sais que dans la politique de Dolbeau-Mistassini, il y a beaucoup de place faite au bénévolat. Encourager les nouveaux arrivants à être bénévoles dans des organisations pour répondre aux besoins que nos organismes ont, mais aussi pour enlever rapidement le statut du nouveau. Ben oui, pour socialiser, pour se faire des amis, parce que quand tu fais juste travailler, puis aller à l'épicerie, puis que tu n'as pas d'amis, bien, tout le caractère social de ta vie à la communauté perd, mais par le bénévolat, je trouve que c'est une excellente idée. Le bénévolat, tu ne seras pas le nouveau. Tu vas être le secrétaire du CA, tu vas être le bénévole de la soupe populaire. Donc, on change le statut du nouvel arrivant pour le bénévole impliqué, pour le citoyen impliqué dans la communauté. Parce que lorsqu'on est un nouvel arrivant, il y a un défi. On arrive souvent, c'est emploi, maison, emploi, maison, emploi, maison. S'il y en a un des deux qui ne marche pas, tu n'as pas de point d'ancrage qui te donne le goût de rester. Tu vas changer de place. Donc, de là, l'importance de créer un réseau social, de créer un sentiment d'appartenance en se faisant un réseau, en s'impliquant dans un organisme qui nous convient, en portant des projets qui sont intéressants ou en réseautant, tout simplement. Ben oui. Puis, tu vois, moi, il y a un jeune immigrant qui étudiait au collège où j'enseigne, puis un jour, il m'a dit... je travaillais avec lui dans le comité interculturel, puis il m'a dit les Québécois, vous êtes gentils, mais ça finit à 5 heures. Je fais qu'est-ce que tu veux dire? Je fais dans la journée, là, à l'école, etc., au cégep, tout va bien, c'est le fun, les gens sont polis, mais le soir, j'ai pas d'amis. Parce que les gens ont leur réseau, puis moi, j'en ai pas. T'sais. Fait que ça répond, en fait, à cette problématique-là, j'ai l'impression. Bien, ça répond oui et non, parce qu'on parle quand même d'une réalité culturelle qu'on a au Québec et principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour avoir vu d'autres régions, ce qui est particulier, c'est qu'on est très accueillant. Mais au niveau de l'intégration, c'est pas naturel, l'intégration dans notre milieu. C'est culturel. C'est culturel, puis c'est correct, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. C'est que tout le monde a leur propre réseau, on entretient nos propres réseaux. C'est dur d'avoir de l'intimité, on est super accueillant, mais développer une amitié, développer une intimité, dire à un nouveau collègue « On va-tu prendre une bière, je veux apprendre à te connaître », ce n'est pas naturel chez les équipes de travail. Donc, encore moins sur des citoyens. Encore moins lorsqu'on parle on parle de vie communautaire. Donc, déjà au travail, c'est déjà un peu plus placé, ça fait partie de la manière de fonctionner. Mais lorsqu'on parle de la vie communautaire, c'est plus problématique parce que c'est souvent des réseaux fermés, on voit souvent les mêmes gens dans les CA, puis c'est pas négatif, c'est une habitude. On est habitué à ça, tout simplement. Vous remarquerez que les nouveaux arrivants se tiennent entre nouveaux arrivants pour deux choses. Premièrement, parce qu'on comprend mutuellement les défis de chacun, mais c'est aussi que c'est dur de se faire un réseau avec des gens qui ont déjà un réseau. Ouais. Donc, c'est super que la ville de Dolbeau-Mistassini, qui est quand même une ville phare, fasse sa politique d'accueil des nouveaux arrivants, mais il ne faut pas oublier que Normandin l'a fait au cours de l'année 2020. Donc, c'est super le fun de voir que nos villes mettent leurs efforts sur ce côté-là parce que ça répond à la rareté de main-d'œuvre. Puis, c'est pas seulement les immigrants, c'est des Québécois, toute personne qui décide, qui choisit de venir s'établir à Dolbeau-Mistassini. On a déjà plus que 50 % de la job de fait en recrutement. Maintenant, il faut les retenir parce que la rétention des candidats, la rétention des nouveaux arrivants, c'est là le gros défi. Oui, on est content de t'avoir gardé si longtemps. Merci d'être là. On s'en va à Albanel. Oui. Oui, Albanel a plein de beaux projets, puis je trouve qu'on ne parle pas assez d'Albanel.
Donc, on a plein de projets sur la table qui sont là. Est-ce que ça va se réaliser? Bon, je pense que le temps de pandémie complique certaines affaires, mais je trouve que c'est correct aussi de parler des bons coups de la municipalité d'Albanel. Il y a quelque chose que je veux, avant de parler d'Albanel directement, tu apportes quelque chose de bien intéressant et je tiens à souligner. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu dans différentes régions du Québec avant de choisir de m'établir dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et dans la MRC Maria-Chapdelaine, mon constat, c'est tabarnouche que les citoyens sont impliqués. Tabarnouche quand les gens, la majorité des actions politiques, la majorité des choix, des projets ne viennent pas des instances politiques, mais viennent carrément des bénévoles, des citoyens et qui veulent avancer, qui sont porteurs. C'est particulier à notre territoire, donc c'est déjà super. Albanel est un excellent exemple, par sa mairesse qui est ultra impliquée, qui... C'est extraordinaire. Quelle dame fantastique. Je la trouve géniale. La première fois que je l'ai rencontrée, super de bel accueil. Puis la première chose qu'elle m'a dit quand elle m'a rencontrée, qu'elle trouvait que j'avais du bagou, que je parlais bien, elle disait, bien, veux-tu que je sois ta marraine pour t'initier à la vie politique? Je suis comme, wow! Parce qu'elle, elle travaille pour que les femmes soient plus impliquées au niveau politique. C'est vraiment le fun, c'est super dynamique. Donc, elle est super impliquée, à l'écoute de ses citoyens. Oui, il y a des défis politiques, elle participe, elle est transparente avec ses citoyens, puis avec ses défis, parce qu'elle est impliquée au niveau de la MRC, mais au niveau régional et provincial. Mais c'est pas juste la mairesse, là. Albanel, présentement, ils augmentent leur nombre de terrains disponibles parce que Albanel est une des rares villes de la MRC qui a un bilan migratoire positif. Cité dortoir entre les deux grands pôles de la MRC. Mais ce n'est plus une cité dortoir. C'est ça qui est le fun avec les Délices du Lac, avec différentes entreprises, différentes actions, leur camping. On ne peut plus considérer ça comme une cité dortoir. De plus en plus de jeunes professionnels qui sont prêts à s'établir pour avoir une famille vont choisir Albanel plus que Dolbeau-Mistassini parce qu'ils ont une école primaire, parce qu'ils ont une pharmacie, parce qu'ils ont une résidence pour aînés, parce qu'ils ont des installations vraiment le fun pour toute la famille, un parc intergénérationnel, une vitalité communautaire. De jeux d'eau qui veulent installer. Donc, puis une piscine à même le centre-ville. C'est vraiment un milieu ultra dynamique. Avec quand même des jeunes conseillers municipaux aussi, comme on pense par exemple à Jason Turner, qui est conseiller municipal. Donc, on voit que le dynamisme, il est porteur. On voit aussi que le dynamisme est payant à long terme. Oui, et puis il y a une belle tradition aussi de mairesse, là. Ça fait plusieurs qu'il y a en ligne, là, puis je trouve que c'est chouette. Normandin maintenant. Oui. Normandin qui voulait exploiter le site du tournage de Maria-Chapdelaine, puisqu'il y a des bâtiments qui ont été construits, ne pourront pas le faire cette année puisque COVID oblige, et deux, que la première du film s'est reportée au mois de septembre l'an prochain. Donc, je pense qu'on va attendre avant de faire découvrir aussi ce milieu-là, que le film soit sur nos grands écrans. C'est plate, mais en même temps, ce n'est que partie remise. Mais c'est le fun pour Normandin d'avoir une autre installation touristique. Ils en ont quand même beaucoup à Normandin, avec les grands jardins, avec la chute à l'eau, le camping La Chute à l'eau. Quel lieu fantastique. Oui. On est gâtés quand même dans notre MRC d'avoir autant de lieux fantastiques. Excusez, je suis en amour avec ma MRC. Oui, puis moi, comme je te disais avant le début de l'émission, je suis impliquée, les nouveaux arrivants sont impliqués, mais c'est parce qu'on a choisi la MRC, on a choisi le territoire, puis on est tombé en amour avec le territoire, avec les gens, avec les projets, avec la vision du monde, avec qu'est-ce qui est possible de faire, tu sais. C'est pas pour rien que les gens décident de s'établir. Tu sais, une particularité de Dolbeau-Mistassini puis de la MRC Maria-Chapdelaine, c'est qu'on n'est pas isolé, on est éloigné. Mais tu peux pas aller à Dolbeau par hasard ou en passant. Tu peux pas aller à Maria-Chapdelaine en passant. C'est parce que tu veux y aller. Soit parce que tu as un emploi au niveau touristique, mais tu es à Roberval, tu veux aller à Alma, tu vas pas passer par Dolbeau. Tu es à Saint-Félicien, tu vas pas passer par Dolbeau. C'est vraiment parce que les gens choisissent de venir s'établir. Puis c'est la même chose pour Normandin aussi, là. Donc, c'est super vivant parce que c'est des personnes qui ont choisi de faire leur place. Ou encore de participer à la dynamique qui est déjà présente dans le milieu. Ouais. Dans le secteur géant, on voit ça depuis plusieurs années. Là. Depuis d'ailleurs qu'ils se sont regroupés, là, il y a un dynamisme extraordinaire. On pense à Saint-Thomas, à Gérardville. Normandin, Albanel. Saint-Thomas. Saint-Thomas, puis Saint-Edmond.
Saint-Edmond, qui est tellement une magnifique municipalité perdue dans les champs. En tout cas, moi, j'ai toujours adoré aller là. Saint-Edmond aussi, quand j'ai rencontré le maire pour la deuxième fois dans un autre cadre professionnel, quand on parlait d'accueil des nouveaux arrivants, il me racontait que lui, hors pandémie, avant la pandémie, lorsqu'il y avait un nouvel arrivant qui arrivait à Saint-Edmond, il prenait rendez-vous avec lui, il prenait un café, parlait de la réalité. Puis il disait, bon, toi, t'es content? Notre festival a besoin. Donc, il accueillait directement et personnellement les nouveaux arrivants. Il ouvrait les portes déjà. Donc, il n'y a pas besoin d'être maire, mais dans certaines cultures, rencontrer le maire ou une personne politique, ça a un énorme impact aussi. Hey, je suis accueillie par le maire. C'est vraiment super trippant. Je vous le dis, moi, je suis en amour avec la MRC Maria-Chapdelaine. Génial, génial, génial. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une MRC extraordinaire qu'on n'a pas des problèmes. Oui. Et force est de constater que les cas de violence conjugale ont aussi augmenté durant la pandémie dans la MRC. On a doublé les demandes d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales. Je sais qu'on en parle souvent de cette thématique-là, mais je trouve ça... Écoute, je trouve que ça fait tellement 19e siècle, il me semble qu'on est rendu ailleurs, mais il y a encore de la détresse, il y a encore des problèmes, puis c'est triste. Au cours des 12 derniers mois, on a exacerbé des sentiments que nous avions, des stress, des frustrations. On a tous et toutes, on est tannés. On est tannés dans le sens où on est tannés de recevoir des coups, de vivre le yo-yo. Puis, on se retrouve dans des situations où c'est pas tout le monde qui gère le stress ou la pression de la même façon. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Lorsque une femme est dans une situation d'un couple qui a une violence interne ou une grosse période de stress, ça peut facilement, rapidement se transformer en violence conjugale. C'est en plus exacerbé dans le fait qu'on est obligé, dans le cadre d'un confinement, de rester dans le même milieu et que tout le monde vit du stress. Est-ce que c'est une bonne raison pour en venir à la violence? Bien, il n'y a aucune bonne raison pour en venir à la violence. Non. Parce que la violence engendre la violence aussi, tu sais, c'est... Mais, tu sais, ça me pose beaucoup de questions. Nos ressources, ça a deux côtés. Je me dis, une première, c'est que c'est bien que les gens aient été chercher de l'aide. C'est déjà une bonne chose. Parce que ça fait pas longtemps qu'on parle publiquement de ça. Ça fait pas longtemps qu'on parle des féminicides. Ça fait pas longtemps qu'on parle vraiment de la réalité de la violence conjugale en cadre de pandémie. Donc, ça me rassure de voir qu'il y a des demandes d'aide. Ça veut dire que les gens réagissent et ne restent pas dans leur situation et ils connaissent les organismes qui peuvent les aider. C'est déjà bon. Mais c'est trop. C'est pas supposé avoir à utiliser comme ça autant les services. C'est pas supposé avoir à... Puis on a de l'aide pour les hommes ici aussi. Là. On est privilégiés quand même comme endroit pour vivre. Là. Oui, mais il y a encore des stigmates dans certains milieux de travail ou dans certains milieux familiaux, des stigmates qu'un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est fort émotionnellement, ça tient le coup, ça doit ça doit subvenir à la famille. Mais un homme, c'est un être humain lui aussi. Puis quand tu n'apprends pas dans ton milieu familial ou quand tu n'es pas encouragé dans ton milieu de vie, dans ton réseau social, qui en plus est très restreint en temps de pandémie, quand tu n'es pas encouragé ou encore quand c'est pas normalisé, banalisé d'aller voir un soutien psychologique, psychosocial, bien, on se retrouve dans une roue qui tourne de frustration qui vient à exploser sur la victime qui semble être la plus facile, qui est sa conjointe, qui, jusqu'à un certain moment, bien, elle accepte, ah, c'est un bon gars. Non. On n'accepte plus ça. On n'accepte plus, on travaille fort, puis si vous sentez, homme ou femme, que vous êtes sur le bord de lâcher, vous êtes sur le bord de craquer, allez prendre une marche, puis appelez le 811. Info sociale. Info santé et info sociale, c'est des professionnels qui sont là, qui vont vous aider à vous vider le cœur, qui vont vous aider. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste ils vident le cœur. Lorsqu'on arrive... Ils vont te donner les quand tu raccroches, à prendre. Quand tu raccroches, tu as un plan pour t'en sortir.
t'as des numéros de téléphone. Parce que la réalité, c'est que des fois, on va se confier à des gens qui sont nos amis, nos proches, mais ces gens-là n'ont pas nécessairement les bons outils pour nous aider. Est-ce que je me trompe? Bien, des fois, ils n'ont pas les bons outils ou eux-mêmes sont en détresse aussi. Et quand on dit eux-mêmes sont en détresse, c'est que il n'y a pas d'acceptabilité sociale de dire « Ah, ben regarde, si moi je l'endure, tu es capable de l'endurer. » Ça ne veut pas dire que si toi tu l'endures, c'est bien que tu l'endures non plus. Donc, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence psychologique, vous prendre conscience « Je suis pas bien dans ma peau et ce n'est pas de la faute des autres. » Ça, c'est la deuxième étape qui est la plus difficile à comprendre. Dire « Je ne suis pas bien, parfait. » Mais c'est pas de la faute de ma conjointe, c'est pas de la faute de mon employeur, c'est pas de la faute de mes enfants, c'est « Je ne suis pas bien et il faut que j'aille chercher de l'aide pour évacuer ça. » Des fois, c'est même pas de ta faute, là, non plus. Non, il faut comprendre que ce n'est pas de notre faute, mais que ce n'est pas de la faute des autres non plus, que c'est une réalité qui est partagée par tout le monde et qu'il existe des aides, des soutiens psychologiques dans ce cadre-là. C'est quand même un chemin difficile, mais qu'on fait juste une fois. Qu'on fait juste une fois, parce qu'après, on veut tellement plus retourner dans cette émotion-là. Autant pour les femmes que pour les hommes. Mais pour les hommes, la violence conjugale aussi, il n'y a pas de sexe. Oui, la majorité présentement qu'on parle, c'est des femmes, mais les couples homosexuels, les femmes qui font vivre de la violence conjugale à leur conjoint aussi, ça arrive. Le 8-1, c'est la meilleure ressource que moi je peux vous recommander parce que eux, ils ont tellement un grand catalogue de services qui sont disponibles dépendamment de où vous habitez, dépendamment de votre réalité. Puis ils vont vous donner un plan d'action, ils vont vous soutenir. Puis vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut. Je me suis déjà surpris à parler 1h30 avec InfoSocial. Parce que, non, il y avait une situation très particulière dans mon cas. Je trouvais ça juste pas ça surprenant que tu puisses parler pendant 1h30. Merci de remettre un peu de légèreté dans l'émission. Mais faut pas se gêner. Ils sont là pour ça. Puis, t'es même pas obligé de laisser ton nom. T'es même pas obligé de laisser tes coordonnées. C'est 100% anonyme. C'est juste pour t'aider. Le message est passé encore une fois. Non, mais c'est ça qui me rend triste, c'est quand j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes. Ben, tu sais, il y a un an, on disait qu'on parlait toujours de la pandémie. Mais il y a plus d'un mois qu'on n'arrête pas de parler de la violence conjugale. Et il ne faut pas arrêter d'en parler tant et aussi longtemps qu'on ne verra pas des aussi. Ben, ça. Restons du côté des femmes. Je veux qu'on parle du collectif des femmes immigrantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui! Je trouve que c'est une belle idée parce que quand on se regroupe, on est capable de s'outiller ou de s'aider pour justement l'intégration, pour avoir les bons outils pour bien repartir sa vie ici dans la région. Bien, j'ai de la chance d'avoir travaillé avec une des fondatrices, Mariana Grekoff. Ça fait déjà plus de 4 ans que le collectif des femmes immigrantes existe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cependant, il n'était pas très vivant au niveau de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, je suis très heureuse que ça commence à se développer dans la MRC Maria-Chapdelaine, puisque le collectif, l'objectif premier, c'est de rassembler les femmes immigrantes, donc qui ont un statut immigrant. C'est pas ce qui est dans leur page Facebook. J'ai essayé, puis je ne peux pas. Je ne vis pas la réalité immigrante. Mais qui se regroupent pour faire des activités, pas seulement en tant qu'immigrantes. Ils vont s'inscrire à des activités pour être l'équipe du collectif des femmes immigrantes, mais pour ramasser des fonds pour le cancer du sein, pour organiser une activité sociale, un repas. Ils s'impliquent dans la communauté et oui, ça s'appelle le collectif des femmes immigrantes, mais le but, c'est de participer, mais pas en tant que femme immigrante, de ne pas être reconnue comme la femme immigrante. Mais tu as participé à telle levée de fonds. S'impliquer socialement. Au niveau social, déjà, il y a des problématiques déjà pour les femmes. On ne se le cachera pas. Mais une femme immigrante aussi a la reconnaissance des diplômes. C'est difficile. Ben oui. Chez les immigrants en général. Les immigrants en général, mais chez les femmes, c'est encore plus difficile. Toujours plus difficile. C'est encore plus difficile parce qu'en plus, on a la charge des enfants quand on en a. On a plusieurs défis assez majeurs. Elles ont des défis assez majeurs ou de traverser. Souvent, elles vivent aussi une perte de statut social ou encore une pharmacienne qui se ramasse éducatrice à l'enfance. C'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. Donc, on perd de statut social, on perd de la reconnaissance, puis on perd de la valeur, mais on vient le remonter.
Donc, c'est le fun d'avoir le collectif, c'est le fun. Moi, j'ai hâte de voir leurs activités, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire, parce que c'est exclusivement des femmes, ce qu'elles vont faire comme activité sociale puis comme action politique. Oui. Hey, le Parti libéral du Québec qui est dans la région, je pense que c'est aujourd'hui ou bientôt, pour consulter les gens, pour écouter les gens, parce qu'ils veulent construire une charte des régions. Bon, là, j'essaierai de ne pas être sarcastique, là, mais c'est à peu près le temps, là, parce que si un gouvernement qui a centralisé puis qui a oublié les régions, on a juste à penser à qui a éliminé les CRE, qui a éliminé. Mais bon, on va leur donner le bénéfice du doute. Là, peut-être qu'ils se sont réveillés puis ont dit hey, peut-être que les régions, c'est important. Bon, on sent qu'il y a un processus électoraliste là-dedans aussi. Là. Moi, je ne m'en cacherai pas que je vois les liens là, quand on regarde qui vote en général pour les libéraux et qui les ont désertés. Mais je trouve que c'est quand même une bonne idée de consulter, d'écouter, parce qu'il y a une réalité qui est extrêmement différente en ce qui se passe dans les régions puis dans les grands centres. Puis je pense que ces partis-là qui sont très centrés, Québec-Montréal, oublient le territoire, la territorialité et les gens qui y habitent qui ont des réalités complètement différentes. Puis, niveau économique, la pandémie a aussi apporté l'importance des régions ressources. Je déteste. Je déteste, moi aussi, ce terme-là, mais c'est quand même... Mais je déteste encore plus les régions éloignées. Ne partons pas sur ce sujet. Ouais. Ne partons pas sur ce sujet. Mais le propos initial, oui, c'est une bonne idée d'aller avoir l'avis des régions. Est-ce que ça va donner quelque chose? C'est surtout ça la question que je me pose. J'espère que ce n'est pas juste un exercice de relations publiques. J'espère qu'on va écouter pour vrai. Mais il faut comprendre que la direction d'un parti, il y a les membres qui votent, etc. Puis s'il y a une désertion des membres pour un parti, peut-être qu'il y a une mauvaise représentation aussi des régions à l'intérieur du parti pour faire valoir des points. Puis des fois, on est écrasé par ça. Moi, je regarde juste, par exemple, là, au niveau du cégep, où les cégeps se sont regroupés, cégeps de région, pour justement avoir un certain poids face aux grands centres. Parce que la masse critique, elle est dans les grands centres. Fait que quand il y a une décision, ça penche toujours du côté des grands centres. Fait qu'il faut apprendre à réfléchir différemment. Et j'espère que c'est pour ça qu'ils vont proposer une charte des régions qui sera cohérente et réaliste. Là. Mais pourquoi... Combien d'années ont-ils été au pouvoir? Là? Ils ont perdu leur siège dernièrement. Oui, on avait la pandémie qui a rentré en compte, qui a fait que les démarches ont été difficiles. Cependant, c'est un cri du cœur des régions depuis longtemps. C'est un cri du cœur qui a été fait auprès des différents partis et je crois que le Parti québécois l'avait déjà fait, puis on a vu des impacts. La CAQ est encore très jeune, un peu trop jeune, mais l'ADQ l'avait fait aussi. Le Parti libéral est pas mal à la traîne à ce sujet-là. Absolument, parce qu'il faut comprendre que, écoute, ils ne sont pas non plus idiots. Là. Ils voient les sondages, ils voient où sont leurs appuis, fait qu'ils travaillent en ce sens-là. Mais je pense que si tu veux développer, grandir, tu dois être à l'écoute des gens. Puis le Québec, c'est pas juste les grands centres. Bien, je me pose la question, c'est au niveau de l'historique du Parti libéral, qui est quand même au niveau des acteurs économiques. Sont-ils en train de s'apercevoir que les acteurs sociaux, les acteurs des ressources, les acteurs primaires, que je peux nommer, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais qui sont beaucoup plus à la base auprès des gens qui sont sur le territoire, ce n'est pas ceux qui vont donner les gros montants d'argent ou qui vont investir à l'international ou faire des investissements à long terme, mais les gens qui vont vivre avec les décisions politiques plus directement. Bien là, ça c'est... Mais parce que quand même, le Parti libéral, au niveau de son historique, a pris très souvent des décisions qui avaient plus un aspect économique qu'acceptabilité sociale. En fait, une des grandes problématiques, selon moi, c'est qu'à partir de l'arrivée de Jean Charest, le Parti libéral a arrêté d'être libéral et est devenu un parti conservateur qui portait l'étiquette libérale. Oui. Pour moi, idéologiquement, c'est très, très, très clair. Avant, on a eu un libéralisme qui était, moi je pense, qu'on pense à Jean Lesage, à Robert Bourassa, qui ont été d'avant, puis on peut penser à tous les grands projets, la Baie James, etc. C'est les libéraux qui ont amené tout ça, oui. Qui ont aidé aussi à développer le territoire. Oui. Mais, clairement, depuis Jean Charest, ce parti-là est devenu, est tombé beaucoup plus à droite, là. Est tombé beaucoup plus dans l'idéologie conservatrice que néolibérale. Donc, on se retrouve quand même. Est-ce que c'est une façon de rattraper ou il y a un vrai désir de se raccrocher
au développement des régions, dans le sens où, dans un développement, de trouver un projet porteur pour tout le monde, ou démontrer aussi que les cultures régionales, parce que présentement, le Parti libéral, il y a une culture interne qui est beaucoup plus au niveau des grands centres. De comment on va faire du commerce à l'international, on va faire... c'est surtout ça qu'on... C'est quand même un des partis qui a fait le plus de missions à l'international pendant qu'il était au pouvoir. Moi, je pense là, ils ont pris une photo là, après la dernière élection, puis ils ont fait « Attendez, là. Si on ne fait pas quelque chose, on va rester dans notre petit bastion là, de l'ouest de Montréal, là, puis on va être pris là, parce que le vote francophone, je veux dire, il est complètement déserté. Là. Les francophones désertent le Parti libéral pour des raisons, bien là, chacun a sa raison, mais on le voit statistiquement. Donc, pour eux, je pense que c'est une question de survie pour leur côté égoïste, mais du côté altruiste, je pense que c'est une question de gros bon sens de gouverner pour l'ensemble des Québécois. Bien, ils se sont posé la question pourquoi la CAQ a gagné. T'sais, on ne se le cachera pas. Pourquoi la CAQ, un nouveau parti, alors qu'on avait deux partis principaux, qui étaient le Parti québécois et le Parti libéral, qui étaient toujours... Pourquoi la CAQ a fait une différence? Bien, je pense qu'il y a un gros changement de paradigme politique, autant pour le PQ que pour la CAQ. Il va falloir qu'ils se posent de sérieuses questions. Parce que la CAQ parlait... sont en train de le faire. Parce que la CAQ parlait aux citoyens des régions. Qu'elle prenait la réalité culturelle des régions, prenait en charge la fierté des gens de région. On n'était pas seulement sur on parle à l'ensemble de la province alors qu'on fait des actions qui sont plus reliées à la ville de Montréal ou selon l'opinion des grands centres. Combien de fois, quand j'habitais à Montréal, j'entendais pourquoi les gens en région ils ont tous des pick-up? Oui, parce qu'ils l'utilisent. Parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est la réalité. Pourquoi toi, tu as un char alors que tu as un transport en commun? Ce n'est les réalités culturelles des régions est complètement différente. T'sais. Dans le cadre de mon travail avec les nouveaux arrivants, quand quelqu'un me demande, c'est déjà arrivé à une collègue, était dans un salon à Montréal, elle me dit « C'est quelle station de métro, le Lac-Saint-Jean? » C'est quelle station de métro, le Lac-Saint-Jean? Ouais. C'est quand même... C'est à être décroché, là. C'est ne pas comprendre c'est quoi la réalité régionale. Mais en plus, tellement de jugements, tellement de méconnaissance au niveau des citoyens. Mais imaginez si cette méconnaissance-là, à plus petite échelle, mais à plus grand nombre, était face à nos représentants politiques. Hey, je t'arrête. Est-ce qu'on s'en va en pause? Oui. On prend quelques instants et on vous revient tout de suite. Vous avez le temps de vous faire un café et on est de retour. À tout de suite. Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas. Hein? Bien de même en plus. Ben voyons donc, Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face. Tu le sais que je peux pas te faire Confiance. T'essaies toujours de me provoquer. Mon amour, Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Écoute-moi bien, c'est fini, ça. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Hey, on est de retour! J'espère que vous avez pris une bonne pause. Hein? C'est le fun, les pauses des fois. Maintenant, on retourne dans l'actualité, toujours avec Joanie Riendo, la fantastique et l'unique. Bon. De quoi on pourrait parler? Là, j'ai encore des nouvelles au niveau de la région. On va continuer. On aime ça, les trucs qui se passent dans la région. GNL Québec, on a entendu le rapport du BAP, on a discuté de long en large. Mais là, la Ville de Saguenay donne un appui à GNL Québec, donne son appui, malgré ce que le BAP a dit. C'est complètement contradictoire, selon moi, avec les intentions citoyennes. L'ensemble des citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la majorité était contre le projet de GNL. Le bureau le BAP en question, le bureau d'enquête, a fait des recommandations tout à fait contraires au fait d'appuyer GNL Québec dans le cadre présentement. GNL Québec aussi se débat comme des morts dans l'eau bénite. Ils n'ont même pas le financement pour ça. Je pense que ça va mourir de sa belle mort. Mais ça fait quand même un coup dur pour les citoyens de Saguenay qui ont dit « Hey, on a fait parler notre voix,
On a dit qu'on n'était pas d'accord. Puis les Saguenay, mais les MRC autour, les gens autour qui vont vivre avec cette situation-là, ils l'ont clairement exprimé. Puis la ville décide pareil. Alors que... Mais écoute, pourquoi? Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le projet GNL. Je pense que je suis assez clair là-dessus. Les gens savent où je me situe. Cependant, comme gestionnaire d'une ville, eux, ce qu'ils voient, ils ont été élus pour gérer le territoire. Et ce qu'ils voient dans ce projet-là, c'est des retombées économiques, c'est des comptes de taxes, c'est des jobs, c'est ça qu'ils voient. Ils ne pensent pas à long terme et ils sont pas non plus... Ils n'ont pas été élus pour gérer l'environnement mondial, tu comprends? Fait que je comprends leur prise de position, mais je suis d'accord avec toi que ça semble un peu illégitime. Bien, c'est illégitime parce que c'est quand même... faut qu'ils parlent au nom de leurs citoyens parce que c'est quand même eux les représentants de leurs citoyens. Il y a ça. Puis même, il y a un argumentaire dans le BAP qui dit que c'est pas bon pour la ville non plus parce que c'est bon pour 4 ans après. Plus assez d'employés, pas assez de rentabilité. La présente installation n'est pas viable à long terme dans le présent projet. Puis on parle quand même là, que ça n'a pas été évolué avec le gazoduc. C'était juste l'installation. Puis il faisait des recommandations en disant que il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Puis même que la rentabilité était pas parce que la demande de gaz naturel, entre autres des pays à qui on veut vendre, va diminuer dans les prochaines années. Puis il n'y avait aucune rentabilité au niveau local aussi parce que l'ensemble des profits dans les premiers investisseurs, il y en a déjà beaucoup qui sont partis, dans les premiers investisseurs, c'était pas des Québécois. C'était pas des entreprises locales, c'était des... il y avait dans le fond, la municipalité se retrouvait avec des installations qui, dans 20-25 ans, allaient devoir être dépolluées. En disant, quand ça va se finir, ils vont se retrouver avec des installations qui vont être désuètes, qui vont pas fonctionner. Donc, je ne comprends pas du tout, peut-être parce que la Chambre de commerce a dit « Oui, ça va être le fun ». Oui, mais en cas de rareté de main-d'œuvre, 4 ans de construction, alors qu'il manque déjà de monde de construction, c'est pas une bonne idée. Oui, bien ça, je suis pas mal d'accord avec toi. C'est pas une bonne idée. De toute façon, environnementalement parlant, ça doit être la priorité. Là. Je veux dire, c'est l'avenir de tout le monde là, qui est en jeu. Mais en plus, c'est qu'il y a le projet GNR qui est à côté, qui est du gaz naturel renouvelable, qui est présenté, qui présenterait le même produit, mais de manière responsable écologiquement, qui ferait une économie circulaire, qui serait une... On en a parlé la semaine dernière. Mais pourquoi? Pourquoi? Je voudrais voir c'est quoi l'argumentaire de la Ville de Saguenay pour accepter ça. S'il vous plaît, je veux comprendre, parce que selon la perception, selon ce que je vois, en plus, je sais que dans les conseillers de la Ville de Saguenay, il y en a beaucoup qui étaient contre le projet de GNL. Pourquoi? S'il vous plaît, expliquez-moi. Pourquoi? Parce que vous avez fait des investissements? Parce que c'est un terrain qui n'était pas utilisé? C'est la pression des électeurs. On s'en vient en élection au mois de novembre. Est-ce que c'est la pression des électeurs? Je pense que la pression des électeurs, il aurait gagné plus de points si, au contraire, il ne l'avait pas appuyé. Non, là, c'est là où tu te trompes possiblement, parce que la majorité des gens qui sont pour le projet, c'est des gens d'affaires, qui sont dans l'économie. Et ces gens-là mettent une pression politique beaucoup plus grande parce qu'ils ont accès à des lobbyistes, parce qu'ils ont des accès privés à ces gens-là qui sont en poste de décision, plutôt que la masse critique des citoyens qui, eux, n'ont pas accès à ça. Fait que la pression pour le représentant qui ne fait pas beaucoup de terrain, elle ne vient pas de ses citoyens, elle vient des entrepreneurs, des gens qui ont de l'argent, des gens qui investissent dans leur quartier. C'est pour ça aussi. Bien, c'est pour ça qu'il faudrait se poser franchement des questions sur c'est quoi la vraie intention d'appuyer le projet. Je suis d'accord. On est d'accord. C'est quand même une grosse question qu'il faut se poser. S'il vous plaît, commentez en dessous de la vidéo sur YouTube ou sur Facebook lorsque ça va apparaître, parce que je veux comprendre. Je veux comprendre, je suis très sincère. Je ne comprends pas, je trouve ça absurde. Mais donnez-moi les arguments, s'il vous plaît. Je suis toujours ouverte à changer d'idée si les arguments sont valides. Bon, ils ne le sont pas. Bon, j'ai réglé ça, moi. Hey, Bloc québécois a déposé un projet de loi C-216, pour protéger les volailles, produits laitiers, les œufs des ententes internationales, parce que dans les dernières années, on l'a vu, chaque fois qu'on a signé des ententes de libre-échange, autant avec l'Europe que les États-Unis, c'est toujours ces secteurs-là où on allait gruger. Et de manière surprenante, la majorité des députés à Ottawa sont en faveur
Bien, en pensant à nos producteurs laitiers, lorsqu'on a eu la négociation de la nouvelle ALENA, que je ne sais pas comment appelle. L'ACEUM, merci. C'est un nom que je ne travaille pas tous les jours avec, donc je ne le connais pas. Oui, c'est ça. Toi, tu dis encore la Société des liqueurs quand tu parles de la SAQ. Au moins. Ça doit être mon genre, hein? Mais pensant à nos producteurs laitiers, on en a vu beaucoup d'impact au niveau local, au niveau régional. Le fait que l'embargo, ou plutôt la gestion de l'offre pour les produits laitiers a été sacrifié dans le cadre de cette nouvelle négociation. On a vu une grosse perte au niveau de l'économie, puis on a vu une grosse perte aussi au niveau de nos entrepreneurs, de nos agriculteurs. Donc, c'est important et je crois que c'est nécessaire de protéger parce que ça reste quand même un bon outil d'argumentaire, de négociation, de dire « Ah, si vous nous donnez ça, on va faire ça. » Et on va réduire l'impact ou on va nuire à nos agriculteurs dans différents domaines. Parce que c'est quand même ça qui fait que le marché n'est pas si accessible pour des entreprises extérieures, donc pour l'importation de ces produits-là, pour la volaille et autres. Mais en même temps, on parle quand même d'autosuffisance. La pandémie a prouvé, avec tout le changement, avec les arrêts de transport des produits à l'international, que l'économie mondiale, surtout au niveau alimentaire, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est... là, c'est la première fois. Est-ce qu'on va en avoir plus dans l'avenir? Personne ne le saura, mais c'est quand même, il faut se poser des questions sur est-ce qu'on va vraiment sacrifier la gestion de l'offre? Bien, en plus, on a vu que la pandémie, l'importance du local, de produire chez nous. D'avoir un contrôle, de produire chez nous, d'avoir un contrôle sur le produit aussi, parce que... De faire vivre les gens qui produisent. Bien oui, puis de développer les particularités régionales, les particularités locales, même si ce n'est que les particularités canadiennes. Le fait qu'au Canada, les vaches, tu n'as pas le droit d'avoir du lait qui a une trace d'antibiotique. Si tu traites une vache qui a été traitée à l'antibiotique et ça s'en va dans la cuve, s'il y a une trace d'antibiotique, tu perds ta cuve au complet. Mais si ta cuve s'en va sur le camion, bien c'est l'agriculteur qui a un animal qui a été traité qui doit rembourser toutes les autres pour la perte de lait. C'est pour vous dire à quel point on a des produits très, très importants. J'ai entendu une femme dernièrement à l'épicerie, elle me dit « Ah, avez-vous ça du lait bio? » Ben là, quand vous le traitez, tu sais, si c'est pas bio, les gens, ils le traitent, ils mettent des produits chimiques dedans. J'ai dit, nu. Et elle dit, ben comment ça, ça périt pas? Ben on appelle ça la pasteurisation. La pasteurisation, puis c'est utilisé aussi pour le lait bio. Le lait bio, c'est ce qu'on donne aux vaches. Mais le lait tel quel, il est traité de la même façon, là. Donc, c'est quand même des particularités qu'on a choisies au niveau national pour la gestion de notre agriculture. Tu sais, la gestion du canola, la gestion de toutes les différentes. Il faut le protéger pour garantir une qualité des produits qu'on a dans nos épiceries, mais c'est aussi pour protéger contre pas une invasion, mais comme... Je ne veux pas le dire d'une manière négative, mais on ne va pas priver nos agriculteurs locaux pour le principe de pouvoir vendre plus d'aluminium dans un pays. Parce que c'est pas agriculture contre agriculture. Oui. C'est ça le gros du problème. C'est pas agriculture contre agriculture. C'est souvent, dans le cadre des produits laitiers, lors de l'ACEUM, c'était pour vendre plus d'aluminium. C'est pas des... on échange des pommes comme des oranges. Oui. Puis, donc, les compagnies d'aluminium qui sont des compagnies multinationales qui ont leur siège social à l'autre bout du monde puis qui se foutent pas mal de ce qui se passe ici, en fait, là, excusez. Là. Ben, par rapport aux agriculteurs qui sont sur le terrain, qui vivent, qui font partie de l'économie locale, qui en ont essuyé beaucoup dernièrement, et qui ont essuyé beaucoup de coûts. Le changement au guide alimentaire, la CEUM, il y a tellement de choses qui se sont arrivées, puis il y a une pénurie de main-d'œuvre auprès des agriculteurs, il y a des problèmes au niveau de la santé mentale, parce que l'accès aux services de santé mentale, l'accès au répit, parce qu'un agriculteur, ça ne prend pas de vacances. Donc, je suis très heureuse que ce projet-là ne fasse pas l'unanimité, mais qu'il fasse la majorité auprès de nos représentants nationaux. Oui.
Intéressant tout ça. Maintenant, vous attendiez ce moment depuis longtemps. On va en parler. Tous nos prochains points ont un lien avec le COVID, la COVID, cette chose. The virus. The virus. Donc, là, je t'envoie là, plein de pistes. Je te laisse décider de quelle piste tu veux aller. Bon, premièrement, en Ontario, 3000 cas par jour. On va reconfiner. C'est l'enfer. Ici, beaucoup d'inquiétudes en lien avec le variant. Nouvelles mesures qui viennent d'être arrivées pour nous. On a donné aussi plus de pouvoir aux directions de santé publique. On a les enseignants qui demandent « Hey, nous, on peut-tu savoir c'est quoi une personne prioritaire? Quand est-ce qu'on va être vacciné? Parce que nous, on est en première ligne avec les enfants. » Et les partis d'opposition qui font « Il va falloir faire une enquête sur la pandémie, sur comment on a géré ça. » Oui, mais ça va être facile de trouver des mauvais coups, là. Les gens, sur le fait, là, ils ont voulu bien faire. Bon, maintenant, avec le temps, je pense qu'il y a une certaine problématique. Donc, je te lance tout ça, puis on pourrait même aller à l'international, parce que là, on commence de plus en plus à parler de passeport vaccinal pour recommencer à voyager. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit ici, on n'a plus le droit d'aller en zone jaune. Si on avait un passeport vaccinal, est-ce qu'on pourrait y aller, etc.? Amuse-toi. Je vais dormir un peu. Ça fait plus d'1 an qu'on vit avec cette réalité-là, la réalité pandémique du COVID, où on a vu l'arrivée des covidios, on a vu l'arrivée des sceptiques, on a vu l'arrivée aussi des vaccins ultra rapides, des records mondiaux sur la vitesse d'acceptation et de mise en place et de propagation d'un vaccin. Dans 2 semaines, la moitié des Américains vont être vaccinés. Donc, on est quand même dans une situation extraordinaire, dans le bon comme dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de choses à dire, puis il n'y a rien à dire en même temps. La COVID, c'est notre réalité qu'on a présentement. On augmente le taux de vaccination. On cette réalité-là, malheureusement. Hein? On s'habitue. Est-ce que c'est malheureusement? Au niveau de la santé mentale, le fait qu'on soit capable de se rétablir, qu'on est capable de faire la résilience, c'est une bonne chose. Ce qui est important, c'est de se poser des questions. Donc, l'enquête des partis de l'opposition, c'est pas mauvais en soi. On va trouver des erreurs. Est-ce que c'est pour taper sur l'enquête? Le plus important, c'est est-ce qu'on va taper sur le doigt du gouvernement qui ont pris des décisions à la va-vite dans une situation qui l'exigeait, qui le demandait, ou on va se dire qu'est-ce qu'on pourra faire d'améliorer la suite, qu'est-ce qu'on va prendre comme décision, comment les partis de l'opposition vont pouvoir mieux s'impliquer et avoir plus de place dans la gestion gouvernementale de cette situation. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas se dire « Ah, la CAQ a fait de la... Non, ils ont fait avec ce qu'il y avait. Et oui, ils ont pris des décisions qui étaient bonnes, qui étaient mauvaises, mais... s'il vous plaît, ne faites pas une guerre, c'est pas utile, c'est pas encore fini, on est encore dans la gestion de crise. C'est bien de faire une enquête, c'est bien de voir comment on peut améliorer la situation, mais tapons pas sur les doigts tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas déconfinés, tant qu'on ne sera pas tous en zone verte ou en zone jaune Mais présentement, c'est pas le temps de se taper ses doigts et de se battre. Ça, c'est déjà bon. Puis tu sais, quand je parlais des covidios, là, on a une situation à Québec que tout le monde parle dernièrement, qui est le gym. Le méga gym ouvert 24 heures à Québec. Le propriétaire était reconnu au début de la pandémie, rattaché à Radio X, rattaché aux complotistes, rattaché en disant « Non, nous autres, on le vivra pas. » Oups, d'un coup, c'est rendu la gestion de son gym. Oui, d'ailleurs, et les stations de radio donnaient des entrevues, et les groupes à lesquels ils militaient ont comme par hasard... il y en a plus. Ça n'a jamais été notre ami. Il n'y a plus de solidarité. On n'est plus d'accord tant que ça avec lui parce qu'il a démontré qu'on avait tort. Il a démontré qu'on avait tort. Mais grâce à ça, oui, on a eu beaucoup de cas. C'est pas la seule place à Québec, mais c'est quand même assez imagée et forte pour démontrer la puissance de l'effet complotiste, mais aussi les impacts de l'effet complotiste. Mais l'autre chose qui donne un peu plus de pouvoir à la santé publique, c'est que grâce à ça, et j'utilise un grâce avec beaucoup de parenthèses et beaucoup de situations, les directions des santé publiques régionales ont un pouvoir de plus qui n'était pas le cas avant. Présentement, là, ça va changer très dernièrement, mais avant, si on avait une situation, c'était la région au complet qui changeait de couleur. Maintenant, les directions de santé publique ont le droit de fermer des établissements en particulier. Quand ils sentent qu'il y a une
Il y a une éclosion quelque Quand part. il y a une éclosion, donc c'était un pouvoir qui était donné aux policiers. Mais là, maintenant, les directions de santé publique ont l'autorisation de fermer, de fermer des lieux d'éclosion potentielle où il y a des problèmes au niveau de la gestion des conditions de santé publique, de la gestion de la crise. Donc, c'est une bonne nouvelle afin d'éviter que toute la région change de couleur parce qu'il y en a qui ont décidé de faire à leur tête par négligence individuelle. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas avoir de l'abus, c'est sûr, mais ça reste quand même une réalité. Donc, à surveiller. Bien important, je l'ai dit à la fin de la dernière émission, et on va se le rappeler, occupez-vous de la politique, sinon c'est elle qui s'occupe de vous. C'est tout à fait correct. Puis la gestion de la santé publique qu'on a présentement, oui, c'est des médecins, mais dans une réalité politique. Donc, il faut regarder, il faut surveiller, il faut se faire son propre avis, il faut discuter de nos avis pour avoir différents arguments, puis confronter nos propres idées. Écouter aussi les arguments des autres. Le problème, c'est qu'on ne s'écoute plus, on se polarise, mais on n'écoute plus les autres, ce que les autres ont à dire. On a l'impression de connaître la vérité. Il faut confronter nos idées, il faut confronter nos perceptions. Oui, de manière saine, dans un débat, dans une nuance, dans un dialogue, et non pas dans une polarisation agressive où on est prêt à imposer nos idées, mais on n'est pas prêt à écouter celles des autres. Non, il n'y a pas d'idiots, il n'y a pas d'imbéciles. Il y a des comportements qui viennent à radicaliser, mais lorsqu'on écoute, il y a toujours un fond de vérité, un fond d'intention ou un fond émotionnel. Quelqu'un qui donne une opinion qui est complètement inverse à nous, mais on trouve que les arguments ne sont pas valides. Qu'est-ce qui se cache en arrière des arguments invalides? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est une peur de perte de liberté? Donc, il faut aller plus loin que des arguments invalides, parce que si ce n'est pas l'argument qui est invalide, l'émotion est toujours valide, elle. Ouais. Donc, pourquoi cette émotion est là? Donc, plus répondre à l'émotion qu'à l'argument invalide, parce que sinon, c'est de la frustration. C'est là qu'il faut s'écouter. C'est pas tant les mots que de voir l'ensemble puis qu'est-ce qui se passe chez l'individu. Donc, c'est quand même une réalité avec laquelle on doit faire face, qu'on a une situation qui va nous poser des questions sur comment on gère les relations sociales à l'ère du numérique, à l'ère du confinement, à l'ère de la radicalisation, à l'ère des algorithmes qui nous isolent dans des points de vue qui nous ressemblent plus que la confrontation des idées divergentes. Donc, tu m'as dit que j'avais du temps. J'ai parlé de plusieurs projets. Puis, non, mais c'est intéressant. Puis l'idée du passeport vaccinal, tu sais, pour se permettre de voyager, je ne sais pas, mais si on avait ça, là, on en parle beaucoup en Europe, on va le demander. Aux États-Unis, ça se parle aussi. La Californie, je pense, comme beaucoup de fois, va être un précurseur dans ce domaine-là. Parce que ce que ça nous permettrait de faire, c'est de faire, OK, je peux montrer patte blanche, j'ai reçu le vaccin, donc on pourrait peut-être recommencer à voyager, commencer à aller dans des salles de spectacle, dans des gyms, dans des endroits, dans des restos. Donc, ça pourrait peut-être aider à repartir aussi. J'ai plusieurs questionnements face au passeport vaccinal. Parce que, présentement, il n'y a pas de recommandations faites par l'OMS. Donc, tout le monde a sa propre définition de ce qu'est un passeport vaccinal. Donc, ça, c'est déjà, même aux États-Unis, entre deux États, le Texas et la Californie, il y a déjà des problèmes. Est-ce que le passeport vaccinal de la Californie est valide en Texas? Le Texas et la Californie. Ah, que je suis étonnée. Oui. Mais ça reste quand même que le passeport vaccinal, oui, c'est un bon projet, c'est une bonne idée en soi. Mais en même temps, ça vient quand même nuire au niveau social aux personnes qui n'ont pas accès au vaccin. Donc, ceux qui n'ont pas accès au vaccin, ceux qui ont une décision politique aussi, que c'est une opinion personnelle qui ne veulent pas avoir le vaccin. Il y a aussi les pays émergents ou avec des défis d'accès au vaccin. Ça va prendre plus de temps, alors qu'on sait que le tourisme, le voyage, les relations internationales, ça a un gros impact là-dessus. Oui, puis on est un peu, nous, l'Occident, un peu dégueulasse avec les gens du Sud. Là. C'est encore toute la disparité Nord-Sud où on va tous se vacciner avant d'être capable d'offrir les vaccins aux plus démunis des pays qui en auraient besoin. Là. Puis tu sais, il y a présentement une entente auprès de l'OMS. Lorsqu'on a des brevets au niveau d'un produit pharmaceutique, lorsqu'il y a un brevet, l'OMS, lors d'une enquête, peut autoriser, l'OMS puis l'Organisation mondiale du commerce aussi, peut tolérer un vol ou un emprunt de la formule afin que les pays développés qui n'ont pas les moyens de payer le brevet puissent l'utiliser afin de répondre à une pandémie locale ou à une épidémie locale. Présentement, le Canada et plusieurs autres puissances refusent de donner cet accès-là aux pays du sud de notre planète.
Ils refusent. Ah, ben parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de vol. Il y a plein de situations, mais c'est beaucoup plus. Ce qu'on veut pas dire, c'est que c'est du néocolonialisme puis qu'on a encore la mainmise sur les pays qui ont de la misère à se développer. Ben, on veut avoir la même mise, on va être les sauveurs, on va être ceux qui envoient des doses, mais en même temps, on ne veut pas nuire à nos pharmaceutiques, on veut pas. Donc, on se retrouve vraiment, on profite d'une situation humaine dégueulasse pour faire des actions dégueulasses, selon moi, au niveau politique. Alors qu'il y a des professionnels en Afrique, par exemple, ou en Inde, il y a des professionnels qui ont les compétences et ils ont les installations, mais ils n'ont pas le droit parce que leur développement économique de leur pays, de leur milieu, n'ont pas les moyens de payer le brevet. Alors que, sérieusement, là, les pharmaceutiques, dites-moi pas qu'ils vont être dans la misère après, là. Dites-moi pas qu'ils vont être dans la misère avec tous les millions et les milliards qui ont été investis dans leurs entreprises. Le fait qu'un pays ou des pays d'un continent ou quelques... Tu sais, on est quand même plus de 200... C'est dans les compagnies les plus riches au monde. On est plus de 265 pays, dépendamment de quelle organisation politique, mais on a énormément de pays. C'est quand même une minorité dans le nombre de pays qui prendrait le brevet. Oui, c'est sûr. Puis là, je veux pas... mais à l'ONU, c'est 193 pays, là. Oui, c'est... Je pense que je me suis trompée sérieusement. Non, mais peut-être qu'il s'en... Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, là. Excusez! Mais près de 200 pays, selon les... Oui, ça a plus d'allure. Excusez-moi, je me suis laissée emporter. J'ai dit une connerie. Mais plus de 200 pays, quand même. Sur 200 pays, c'est quoi? C'est une cinquantaine qui pourraient bénéficier de ce bris de brevet-là, qui pourraient répondre à... tu sais, là, le passeport vaccinal, s'il serait accessible facilement à l'ensemble de la population mondiale, oui! Parce que si on perd le combat contre les variants dans les pays du tiers-monde, par exemple, ben on ne sera pas plus avancé puis notre économie ne pourra pas plus fonctionner parce que les variants vont peut-être pas répondre positivement au vaccin. Tu sais. Donc, c'est... Puis, comme on voit sur les antibiotiques, 10 secondes! Si le vaccin n'est pas distribué de manière équitable et de manière efficace à travers le monde, on va se retrouver avec des variants qui vont être beaucoup plus agressifs et ne répondront pas au vaccin. Il y a un double variant indien qui m'inquiète énormément, mais bon, il n'est pas qui ne répondra pas au vaccin. Donc, c'est pas avantageux pour personne de bloquer l'accès à qui que ce soit au vaccin. Merci, Joanie. C'était encore un plaisir de partager cette tribune avec toi cette année. Oui! Au plaisir, je l'espère, de te retrouver l'an prochain. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Mais ne vous inquiétez pas, nous, on sera encore là la semaine prochaine avec l'extraordinaire Jules Simard. On vous revient. Là-dessus, passez une belle semaine. Continuez de suivre l'actualité. C'est important de dialoguer entre vous et d'amener des idées nouvelles, des solutions nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!